Donc une fois passé en revue toutes les généralités qu'on vient de voir dans les vidéos précédentes, on va attaquer le vif du sujet, où on va voir le lien entre les matrices et les applications linéaires. Donc d'abord, définition de la matrice d'une application linéaire. Donc on prend E et F, deux cas espaces vectoriels, de dimensions respectives P et N. Donc vous ne vous trompez pas, E il est de dimension P et F de dimension N. On va noter B1, donc E1 jusqu'à EP, une base de grand E, et B2, F1 jusqu'à Fn, une base de grand F, et U, une application linéaire de E dans F. Donc, moyen pour vous en souvenir, hein, vous avez compris, pour grand E, on notera petit e, les vecteurs de la base, et pour grand F, on notera petit f, donc F1 jusqu'à Fn, les vecteurs de la base de grand F qu'on a choisie. On appelle matrice de U relativement aux bases B1 et B2 la matrice de MNP de K, notée, elle se notera MB1 B2 de U, telle que pour tout J, la JM colonne est constituée des coordonnées de U de J dans la base B2. Ainsi, donc, si la matrice des IJ, si la matrice MB1 B2, je la note IJ pour I variant de 1 à N et J variant de 1 à P, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ici, on a écrit que la jm colonne est constituée des coordonnées de U de EJ. Si je connais les coordonnées de U de EJ, dans une base, ça veut dire que je connais U de EJ. En effet, U de EJ, il doit se décomposer dans la base. Donc U de EJ, c'est quoi? C'est un vecteur de grand F. La base, c'était cette base F1 jusqu'à Fn. Donc U de EJ doit se décomposer dans cette base. Et les coefficients, on les trouve où? On les trouve dans la jm colonne de la matrice. Donc ça veut dire que ça va être les coefficients de la forme AIJ. Donc le premier coefficient, ça va être le premier coefficient de la colonne, donc ça va être A1J, donc A1JF1. Le coefficient numéro 2, ce sera donc toujours sur la jm colonne, mais en deuxième ligne, donc ça sera A2JF2, puis A3JF3, et ainsi de suite. Donc ça c'est important, cette égalité-là nous dit juste que la colonne numéro J de la matrice nous donne les coordonnées de U de J dans la base considérée. Plusieurs choses. Cette matrice, donc déjà les notations, souvent on écrit un M calligraphié ici pour l'ensemble des matrices, et souvent on utilise un M droit pour la matrice MB1 B2 de U. Donc il faut évidemment préciser les bases avec lesquelles on travaille. Vous voyez que cette définition-là, enfin cette formule qui est à la base de cette définition, utilise bien les vecteurs de la base B1, c'est les EJ qui sont là, et utilise bien les FI qui sont les vecteurs de la base B2. Donc c'est fondamental de savoir quelles sont les bases B1 et B2. Une remarque que j'aime bien faire, c'est que cette formule utilise les colonnes de la matrice. Autrement dit, cette méthode, cette formule, nous propose une lecture colonne par colonne de la matrice. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'utilise cette formule, je suis bien en train de regarder la colonne numéro J de la matrice. Vous voyez, pour calculer U de J, J est fixé ici, pour tout J, donc je fixe un J, et je calcule U de J, et après la variable ici, c'est I. Donc quand je regarde les coefficients A et J, J est constant, ici c'est toujours le même J, par contre I varie de 1 à N, donc je suis toujours sur la colonne numéro J, par contre je vais prendre toutes les lignes, de la ligne numéro 1 jusqu'à la ligne numéro N, de la première jusqu'à la dernière. Donc ici un exercice, même deux exercices, pour vous montrer l'importance des bases, pour vous montrer que si on modifie les bases, ça va modifier la matrice. Donc je prends une application linéaire de R³ dans R carré, définie comme ceci, et je vous demande d'écrire la matrice de U relativement aux bases canoniques de R³ et de R carré, qu'on va noter B1 et B2. Donc j'ai juste rappelé d'abord ce que c'était B1, c'est la base canonique de l'espace de départ dans R³, et B2 c'est la base canonique de R carré, donc de l'espace d'arrivée. On doit calculer quoi? Donc si vous préférez, ça c'est E1, ça c'est E2, et ça c'est E3. Ça c'est F1, et ça c'est F2.
Donc pour déterminer, pour construire la matrice, plus précisément, pour construire la matrice, je vais devoir calculer U de E1, U de E2 et U de E3. U de E1 me donnera la première colonne, U de E2 la deuxième colonne, et U de E3 la troisième colonne. Donc je calcule U du premier vecteur de base, U de 1, 0, 0. Je remplace, vous êtes bien d'accord qu'on trouve 1, 0. Et je dois le décomposer, ce nombre 1, 0, je dois le décomposer dans cette base. Ce qui me donne bien 1 fois 1, 0 plus 0 fois 0, 1. Ensuite, et donc j'ai trouvé les coefficients, j'ai trouvé les coordonnées. Les coordonnées c'est 1 et 0, donc j'écris un 1 ici et un 0 ici. Donc c'est bien ce que nous dit la définition. La jème colonne est constituée des coordonnées de U de J dans la base B2. Donc là, la première colonne est constituée des coordonnées de U de E1. Ensuite, je calcule U de E2, c'est 1, 2, donc les coordonnées c'est 1 et 2. Je les écris dans la deuxième colonne. Le 1 qui est là, il est là. Le 2 qui est là, il est là. U de 0, 0, 1, j'applique la formule, je trouve ça. Donc les coordonnées c'est 0, moins 1, je les écris dans la troisième colonne. Donc, une première remarque sur la taille de la matrice. La taille de la matrice, je ne peux pas me tromper. Quand j'ai une application linéaire de R³ dans R3, j'ai forcément 3 colonnes et 2 lignes. Pourquoi? Parce que quand je vais choisir une base de l'espace de départ, peu importe que je choisisse la base canonique ou une autre base, j'aurai bien 3 vecteurs. Et l'image de chacun de ces 3 vecteurs va me définir chacune des colonnes. Donc si j'ai 3 images, ben, j'aurai bien 3 colonnes. Et évidemment, dans l'espace d'arrivée, j'ai un espace de dimension 2, donc à chaque fois j'ai 2 coordonnées. Donc quand j'écris les coordonnées en colonne, ça me donne bien 2 nombres à écrire. Donc j'ai bien 2 lignes. Autre remarque sur cet exemple, c'est que ici j'ai fait exprès, quand j'avais le vecteur 1, 0, j'ai fait exprès de le décomposer vraiment rigoureusement dans la base canonique, mais vous vous souvenez que quand on a un vecteur de R carré, justement, il est égal à ses propres coordonnées dans la base canonique. Évidemment, si je prends une base qui n'est pas la base canonique, ceci est faux. Mais en tout cas, le vecteur 1, 0, il a bien pour coordonnées 1, 0 dans la base canonique. Le vecteur 1, 2, il a bien pour coordonnées 1 et 2 dans la base canonique. De manière générale, le vecteur x, y, il a bien pour coordonnées x et y dans la base canonique. Maintenant, on va voir justement qu'est-ce que ça donne si je prends une autre base. Alors, il s'avère que pour faire moins de calculs, j'ai conservé la même base au départ. Par contre, j'ai choisi une autre base à l'arrivée. Donc, B1, c'est toujours cette même base, et B'2, c'est cette base-là. Donc, je dois toujours faire les calculs de U de chacun de ces 3 vecteurs. Les calculs, ils étaient là, c'est les mêmes. Sauf que maintenant, je dois les décomposer dans la base 1, 0, 1, 1. Alors le vecteur 1, 0, il s'avère que c'est particulièrement simple puisque c'est un des 2 vecteurs de la base. Donc c'est 1 fois ce premier vecteur, puis 0 fois le deuxième. Le vecteur 1, 2, donc quand on veut le décomposer dans la base 1, 0, 1, 1, on comprend bien que on peut deviner que ici je dois forcément mettre un coefficient 2, puisque quel que soit le scalaire que je vais mettre devant le vecteur 1, 0, ça me donnera 0 en deuxième coordonnée. Donc moi je veux obtenir un 2 en deuxième coordonnée, donc c'est uniquement ce 1 en le multipliant par 2 qui peut me donner mon 2. Donc j'ai bien mon 2 en deuxième coordonnée, par contre j'ai aussi un 2 en première coordonnée, moi je voulais un 1, donc il suffit de retrancher un 1 ici. Et le vecteur 0, moins 1, encore une fois, je prends ce vecteur 1, 1, si je veux un moins 1 ici, je mets un moins 1 ici. Par contre ça me donne moins 1 aussi en première coordonnée, or je voulais 0, donc je rajoute un 1. Et donc maintenant j'ai plus qu'à lire les coordonnées. Premier vecteur, j'ai trouvé comme coordonnées 1 et 0, donc j'écris ces coordonnées dans la première colonne. Deuxième vecteur a une image qui a pour coordonnées moins 1 et 2, donc j'écris moins 1 et 2 dans la deuxième colonne. Et ce troisième vecteur, cette troisième image, a pour coordonnées 1 et moins 1, donc j'écris 1 et moins 1 dans la troisième colonne. Donc vous voyez ce que j'ai fait ici, faire les décompositions dans la base. Ici dans cet exercice c'était superflu parce que j'avais la base canonique. Et donc quand j'ai un vecteur dans la base canonique, quand j'ai un vecteur, je connais directement ses coordonnées dans la base canonique, ce qui n'est pas le cas ici.